Bonjour à toute la communauté libre et riche et bienvenue pour une nouvelle vidéo à l'aube d'une des plus grosses crises du XXIe siècle et qui risque d'entraîner le monde dans un marasme économique sans précédent. À l'heure où la planète s'emballe, la question est de savoir si cette crise sanitaire mondiale va impacter le monde entier au point d'entraîner de lourdes conséquences économiques et donc nous plonger dans une crise financière si importante que cela risque forcément d'avoir des répercussions sur les emplois. L'ensemble des bourses internationales enregistre des chutes au record historique et pour preuve, la dernière semaine de février, le SP500 a accusé sa quatrième plus grosse baisse depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le lundi 9 mars, phénomène hors norme et mouvement de panique, les échanges à Wall Street ont été suspendus durant 15 minutes dû à la chute brutale de plus de 7% de l'indice. Une première depuis décembre 2008, considérée à l'époque comme étant le mois au cœur de la crise financière. Le Dow Jones, quant à lui, a subi son pire crash depuis 1987 et le CAC 40, en revanche, lui, a connu sa plus forte chute de toute son histoire. Les prix des obligations souveraines américaines et allemandes s'inscrivent à des taux les plus bas de l'histoire de ces deux nations en touchant les moins 0,897% pour le Bund allemand à 10 ans et 0,360% pour le bond du trésor américain. Et malheureusement, ce n'est pas terminé. Mais alors pourquoi de telles chutes boursières? Bien que le stade des plus de 150 000 contaminations au coronavirus a été dépassé, portant à plus de 5 000 le nombre de décès, ce virus a été déclaré comme une pandémie par l'OMS, justifie-t-elle de tels effondrements à effet de domino? Il doit y avoir forcément d'autres facteurs. Aussi, c'est ce que nous allons tenter d'analyser aujourd'hui. Comme tu vas pouvoir le constater tout au long de cette vidéo, il ne peut pas être tenu pour seul responsable de la crise. Effectivement, il semblerait d'après les dernières données que les conséquences de cette crise sanitaire mondiale sans précédent précipitent les valeurs boursières dans une chute effrénée qui ne semble que commencer. Il est donc primordial non seulement de savoir quelles sont les raisons de tels décrochements, mais également la manière de s'en protéger et d'en tirer parti lorsque le calme sera revenu. Aussi, n'hésite pas à donner un like et à partager cette vidéo, donc c'est parti. Pour bien comprendre les raisons du krach boursier planétaire qui est en train de se produire, il est important de prendre en compte 4 données indispensables. Les cours boursiers en réalité ne font que refléter les anticipations des investisseurs sur les perspectives futures de l'économie. Aussi, lorsque l'on suppose qu'une récession s'amorce, il est normal que les cours décrochent. Pourtant, encore une fois, le coronavirus à lui seul n'est pas responsable des chutes boursières, mais il provoque et va provoquer de nombreuses distorsions sur l'économie mondiale, c'est donc le premier facteur à prendre en compte, mais pas que. D'ailleurs, une vidéo a déjà été diffusée sur le sujet de ce virus que tu peux retrouver en cliquant sur l'icône en haut à droite de l'écran. Avant même d'aller plus loin, il est important que tu saches faire la distinction entre choc d'offre et un choc de demande. En effet, un choc de demande est une contraction de la dépense globale à l'intérieur de l'économie relative à la consommation et l'investissement des entreprises et des ménages. Autrement dit, si tout à coup la consommation chute alors que les entreprises continuent de produire avec les mêmes coûts de production, l'on observera une contraction de l'activité. Les entreprises se verront dans l'obligation de diminuer leurs coûts car la production devra diminuer, entraînant ainsi le licenciement d'un certain nombre d'employés. Pernicieux cercle vicieux, puisque les travailleurs au chômage consommeront moins, les entreprises vendront moins et ainsi de suite. Cela semble d'ailleurs arriver en France, puisque la ministre du Travail a indiqué que 3600 entreprises pénalisées par la propagation du coronavirus avaient demandé à bénéficier de mesures de chômage partiel pour environ 60 000 salariés, soit 4 fois plus qu'à la fin de la semaine précédente. L'augmentation des demandes risque aussi d'être exponentielle alors que de nouvelles mesures viennent d'être annoncées par le président de la République. Un choc d'offres, en revanche, est une contraction de la production de biens et services. Par exemple, imaginez un agriculteur dont la récolte s'avère être mauvaise à cause du mauvais temps. L'on observera donc une réduction de l'offre. Et bien une pandémie est également symptomatique d'un choc d'offre puisque la production de biens et services diminue. En effet, une pandémie qui oblige les travailleurs à rester chez eux, les privant de se rendre sur leur lieu de travail et qui n'ont pas la possibilité de faire ce que l'on appelle du télétravail, provoque également un choc d'offre car l'économie se trouve paralysée. Il est donc primordial de bien savoir différencier les deux concepts. Je m'explique. Tandis qu'un choc de demande peut être neutralisé par l'intermédiaire de politiques de stimulation monétaire et fiscale, en revanche, un choc d'offre pose un sérieux problème puisque impossible à remédier dans ce cas-là. En effet, on a beau stimuler la demande en augmentant le pouvoir d'achat des consommateurs, si la production ne reprend pas car les travailleurs ne peuvent pas se rendre sur leur lieu de travail, l'offre de biens et services n'augmentera pas. Et bien dans le cas du coronavirus, au début, nous étions effectivement face à un choc d'offre. En effet, le gouvernement chinois avait décidé de mettre en quarantaine de nombreuses villes en restreignant les déplacements afin d'éviter la propagation du virus. D'ailleurs, lorsque l'on regarde l'indice manufacturier chinois qui reflète le niveau de l'activité du pays, on remarque la plus grande contraction de l'activité chinoise de tous les temps, pire encore que la crise de 2008. Au début, l'ensemble des investisseurs pensaient que ce choc d'offre n'allait pas trop impacter le reste des économies mondiales. Le problème, c'est que ce choc d'offre provoque également un choc de demande, car si les Chinois produisent moins et ne peuvent pas vendre à l'international, ils ne pourront pas non plus disposer des dollars et euros suffisants pour pouvoir importer à leur tour. Il est important de rappeler que la Chine est l'un des plus gros pays exportateurs de la planète, mais également un des pays qui importe le plus. Les entreprises américaines et européennes ne pourront plus
vendre autant car moins de consommation de la part des Chinois et on est bien face donc à un choc de demande. Mais le problème ne s'arrête pas là car la Chine est également productrice de nombreux éléments intervenant dans la partie intermédiaire de la chaîne de production mondiale. De ce fait, sans ces pièces maîtresses, les produits ne peuvent plus être commercialisés. Désormais, la production se trouve paralysée non seulement en Chine mais aussi dans de nombreux pays à l'échelle planétaire. Aussi, ces derniers ont mis en place de nombreuses restrictions avec notamment la fermeture des écoles, l'interdiction des réunions et manifestations de plus de 100 personnes et en France, Disneyland Paris a même fermé ses portes. Par ailleurs, Trump a déclaré l'état d'urgence avec la fermeture de ses frontières aux ressortissants européens et si les politiques mettent en place des mesures de limitation sur les déplacements en confinant par exemple les personnes à leur domicile en vue d'endiguer la contagion, tout comme les mesures adoptées par l'Italie, il est donc aisé d'imaginer les répercussions que cela risque d'y avoir sur l'ensemble de l'économie mondiale et donc la possible récession planétaire pour 2020 comme semblent le pressentir les bourses. Si la production diminue, cela entraîne inévitablement l'augmentation des coûts et les employés ne pouvant pas travailler, les entreprises à l'arrêt ainsi que les ménages auront par voie de conséquence des difficultés pour rembourser leurs emprunts, ce qui peut provoquer des défauts de paiement et une nouvelle crise financière planétaire. Quel est le problème majeur si l'on rentre en récession? Justement, voici la deuxième raison, les taux d'intérêt. S'il y a une annonce qui a vraiment marqué la semaine, c'est bien la baisse spectaculaire des taux d'intérêt de la Réserve fédérale. Il s'agit d'une nouvelle stimulation monétaire qui vise à soulager le coût de l'endettement, la charge des intérêts que doivent payer les ménages et les entreprises pour leurs prêts. La donnée paradoxale provient de Jérôme Powell, président de la Banque centrale américaine, qui décide du jour au lendemain de réduire de 50 points de base le taux directeur pour le faire passer à 1,25, ce qui représente la plus grande réduction depuis la crise de 2008, alors que ce dernier affirmait durant sa conférence de presse que l'économie américaine était solide. Pourtant, cette diminution du taux de la Fed ne date pas d'hier. En effet, depuis juillet 2019, la Banque centrale américaine a répercuté 3 baisses de taux successives dans le but de contrecarrer les risques d'affaiblissement de l'économie américaine, en plus d'injecter massivement des liquidités sur les marchés. Actuellement aux États-Unis, le taux directeur se situe donc entre 1 et 1,25%, celui de la Banque d'Angleterre se trouve à 0,25% après sa réduction le 11 mars, tandis que celui de la Banque centrale européenne est déjà à 0%, raison pour laquelle Christine Lagarde a décidé jeudi 12 mars, lors de la réunion de la BCE, de ne pas baisser ce taux. Évidemment, la baisse des taux peut être positive pour faire face à un choc de demande dans le but de stimuler et relancer l'activité. Le problème est que, comme nous venons de le voir, nous sommes également face à un choc d'offres. Mais un choc d'offres ne peut pas se contrecarrer en baissant les taux directeurs. Ces réductions n'auront donc aucun impact positif, voire même stérile, puisque pouvant même provoquer de l'inflation et donc une perte de pouvoir d'achat. De plus, rappelons que la diminution des taux d'intérêt provoque une guerre de dévaluation monétaire entre les différents pays qui rivalisent entre eux en dépréciant leurs devises. La Fed pourrait continuer à baisser ses taux si la situation l'exigeait, engendrant ainsi une diminution de la valeur du dollar. De ce fait, les investisseurs seraient tentés de se tourner vers d'autres devises refuges et ainsi changer leur dollar pour d'autres devises temporairement, et ce, afin d'éviter une perte de pouvoir d'achat de leur monnaie. Pourtant, c'est déjà la pratique adoptée par certains investisseurs prévoyants. Effectivement, ils se sont tournés vers des devises qui aujourd'hui ont des valeurs quasi impossibles à manipuler, dont leurs taux directeurs ont atteint des niveaux historiquement bas comme par exemple la Banque centrale européenne, la Banque centrale japonaise ou encore la Banque nationale suisse. Comme tu peux le voir sur le graphique, le yen, devise japonaise, s'était apprécié de presque 10% contre le dollar depuis le 20 février, l'euro et le franc suisse quant à eux s'étaient appréciés de presque 7% face au dollar. Le problème majeur est d'ordre économique, puisque ces pays dont notamment les pays de la zone euro et le Japon se trouvent déjà au bord de la récession. À ce titre, l'OCDE est venue récemment alerter les pays. Par ailleurs, l'agence de notation Moody's a également mis en garde le Japon, l'Italie et l'Allemagne sur la possibilité d'entrer en récession en 2020. Mais alors pourquoi le monde risque-t-il de partir économiquement à la dérive ? Eh bien n'oublions pas que le Japon est la 3e plus grande économie du monde, la Chine occupe la 2e place et l'Allemagne la 4e. De plus, l'Allemagne et l'Italie sont avec la France les 3 plus grandes économies de l'Union européenne. Avec l'appréciation de leurs monnaies respectives, le coût de leurs marchandises augmenterait à l'international et pourrait porter préjudice à leurs exportations, et donc a fortiori, et amplifier les difficultés supplémentaires auxquelles ces pays doivent faire face. La 3e raison concerne les tensions entre les pays de l'OPEP liées à la chute du pétrole. En effet, aux tensions économiques et sanitaires existantes viennent s'ajouter des tensions géopolitiques. Tu as certainement remarqué la baisse des prix à la pompe. Elle est due au fait que la demande de pétrole de la Chine a diminué drastiquement. Comme nous venons de l'expliquer, tu constates bien que nous sommes sur un nouveau choc de demande. En effet, le prix du baril de pétrole a connu sa pire chute depuis 1991, après que l'Arabie Saoudite ait décidé de faire couler les prix en augmentant la production de plus de 10 millions de barils journaliers à partir d'avril. Le prix du baril du West Texas est arrivé à perdre plus de 33% en une session et une chute de presque 55% depuis le début de l'année. Aussi, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, aussi connue comme le cartel OPEP, souhaitait réduire la production afin de maintenir leurs marges et ainsi stabiliser les prix. Cependant, la Russie a refusé de limiter la production car elle souhaite maintenir ses parts de marché, notamment vis-à-vis des États-Unis qui en sont un concurrent direct. En effet, les USA sont devenus les premiers producteurs de pétrole au monde, non seulement devant la Russie, mais aussi devant les pays du Golfe, et ce, grâce au pétrole de schiste.
L'Arabie Saoudite, quant à elle, pour continuer à rester compétitive et maintenir ses parts de marché, a augmenté l'offre, provoquant une chute drastique du prix du baril de pétrole. D'ailleurs, selon la banque Goldman Sachs, le prix du baril pourrait même retomber à 20 $, atteignant ainsi le plus bas niveau des débuts des années 2000. Alexander Novak, le ministre de l'énergie russe, a même affirmé que la Russie a déclenché ce qui pourrait bien devenir la plus dévastatrice des guerres du prix du pétrole de l'histoire récente. On voit donc qu'en plus de la crise sanitaire, s'ajoute une bataille géopolitique. Désormais, avec des prix aussi bas, les entreprises pétrolières américaines qui utilisent le procédé du fracking pour extraire du pétrole vont accuser de lourdes pertes. En effet, les coûts de production sont supérieurs à ceux de l'extraction classique. Il faut donc un certain ordre de prix pour que l'industrie pétrolière américaine soit rentable. En 2016, lorsque les cours avaient chuté, de nombreux producteurs texans avaient été contraints d'arrêter l'exploitation de certains gisements, engendrant un impact désastreux sur l'économie américaine. Pour que le baril de pétrole soit rentable aux USA, la zone de break-even, c'est-à-dire le stade où extraire un nouveau baril commence à être rentable, se situe entre 46 et 54 $. Or, il se trouve actuellement à environ 31 $, donc bien en dessous de sa limite rentable. Cette information s'est donc répercutée sur les entreprises pétrolières et le cours de Chevron a perdu plus de 22% en une semaine, Exxon plus de 26% et Total plus de 30%. Comme nous venons de le voir donc, le plus gros impact négatif et économiquement parlant provient de la fermeture des frontières, des mesures de confinement, mais aussi de la peur qui paralyse la population au point d'arrêter de vivre normalement. Cela impacte notamment le secteur aéronautique ainsi que celui du tourisme croisiériste, dont de nombreux bateaux sont stoppés et mis en quarantaine par crainte de propagation du virus, alors que dès 2010, l'industrie des croisières connaît un essor ascendant considérable avec près de 19 millions de voyageurs enregistrés, qui passent 5 ans plus tard à 23 millions et à 28 millions de personnes en 2018. Ainsi, pour exemple, l'entreprise de renom Carnival dans ce secteur d'activité a perdu plus de 70% en bourse depuis le début de l'épidémie, cotant désormais aux alentours de 17 $, mais également Royal Caribbean qui a perdu presque 80%, ou encore Norwegian Cruise avec une chute de près de 84%. Évidemment, comme nous en avons déjà parlé dans une précédente vidéo relative aux adages boursiers que tu peux retrouver en cliquant sur l'icône qui apparaît en haut à droite de l'écran, il ne s'agit pas d'une recommandation d'achat car on ne rattrape pas un couteau qui tombe. Et la raison est simple, il est fort probable que la crise actuelle ne soit que la partie visible de l'iceberg et qu'elle s'intensifie malheureusement avec comme effet pervers de provoquer d'éventuelles faillites. En effet, dans le cas du secteur de l'aviation, le PDG de l'Association internationale du transport aérien a notamment alerté que si la crise persistait encore 2 à 3 mois, alors de nombreuses compagnies aériennes pourraient faire faillite. Une donnée intéressante à prendre en compte avant de passer à la deuxième partie de cette vidéo est que Warren Buffett a commencé ses achats. Si tu nous suis également sur Instagram, nous avions rédigé 6 mois plus tôt un article sur le fonds d'investissement de Warren Buffett connu sous le nom de Berkshire Hathaway et dont la trésorerie s'élevait à 122 milliards $. Cet investisseur avisé avait eu la judicieuse idée de les mettre de côté en vue de réaliser des acquisitions de grande taille lorsque l'opportunité se présenterait. Et bien c'est chose faite. Il a profité des chutes du secteur aéronautique pour augmenter ses participations dans Delta Airlines, opération qui a eu lieu le 27 février dernier, à un prix moyen compris entre 45 et 47 $ par action. Ceci lui a permis d'acquérir près de 2 millions d'actions au total, ce qui propulse Warren Buffett au rang des grands détenteurs d'actions de Delta Airlines. Sans oublier qu'il possède également un grand nombre d'actions d'American Express, ce qui n'est pas anodin puisque ces deux entreprises ont une des alliances les plus puissantes dans le secteur du tourisme. En effet, il existe une carte American Express offrant la possibilité de cumuler des points Delta, ce qui représente l'un des meilleurs programmes de fidélisation aux États-Unis et dans le monde. Warren Buffett possède 11% de Delta Airlines ainsi que 19% d'American Express, deux sociétés leaders dans leur secteur et qui ensemble créent des synergies au sein de son portefeuille. Bien, analysons rapidement 4 classes d'actifs. Nous allons donc nous focaliser sur le SP500, le VIX, le pétrole et enfin l'or. Concernant l'indice SP500, jusqu'à présent, l'indice avait connu des maximums historiques, puis perdu depuis presque 27% jusqu'au jeudi 12 mars, pour rebondir de plus de 9% sur la dernière session du vendredi 13 mars pour stopper sa remontée en touchant cette résistance. On peut donc placer un support ici. Comme tu peux le voir sur le graphique, les cours ont perforé tous les supports et même le canal haussier que l'on avait dessiné lors de notre dernière vidéo. Nous sommes clairement sur une tendance baissière et la prudence est de mise, notamment sur le support des 2500 points sur lequel il semble avoir rebondi. Il faut donc porter notre attention à ce que celui de 2018, se trouvant à environ 2355 points, ne soit pas franchi car nous tomberions dans des niveaux de 2017, voire 2016, faisant chuter les cours de plus de 40% si le SP500 tombe dans cette zone d'incertitude. En effet, même si sur la dernière séance de vendredi tous les cours ont rebondi, le flottement persiste encore et ce n'est pas fini. Concernant le VIX, alors que dans la vidéo précédente traitant du coronavirus nous avions évoqué le niveau critique des 20 pas dépassé afin d'anticiper de fortes volatilités sur les marchés, laisse-moi t'annoncer qu'il a largement perforé cette résistance pour toucher les niveaux des 78, niveau qu'il n'avait plus atteint depuis la crise de 2008.
Comme tu peux le voir, ce 13 mars, le VIX a touché le niveau des 78 et a rebondi, il n'a pas cassé la résistance. Toutefois, il est nécessaire de rester vigilant car les marchés sont actuellement extrêmement volatiles et les baisses ne semblent pas avoir terminé. Concernant le pétrole, le baril du WTI a perdu 33% lors de la session du 9 mars, ce qui ne s'était plus vu depuis 30 ans, raison pour laquelle le prix du pétrole est donc proche des niveaux de 2016 et pourrait même chuter au niveau de 2003, à voir donc dans les semaines et mois à venir. Pour terminer, passons à l'or. Comme tu peux le voir à l'écran, le prix de la once d'or a rebondi contre la résistance des 1700 $ pour finalement chuter et taper contre le support des 1530 $ que nous avions dessiné lors de la dernière vidéo. La situation peut sembler paradoxale puisque l'on s'aperçoit que l'or a fini par baisser malgré le crack boursier de cette semaine alors que normalement, quand la bourse dévisse, l'or monte et cela n'a pas été le cas cette semaine. L'explication est assez simple, quand les bourses mondiales ont commencé à paniquer et à chuter à partir de ce lundi noir, les investisseurs ont décidé de vendre avec plus-value pour limiter leurs pertes sur les actions. En effet, depuis le mois de juin de 2019, le métal avait pris pratiquement 30%. Avant de terminer, quelles leçons pouvons-nous et devons-nous tirer de cette situation, de cette crise? Eh bien rappelons que le mot crise en chinois se traduit par Weidi, qui signifie danger et opportunité. Si effectivement, toutes les crises sont synonymes de danger, et d'autant plus celle-ci puisque l'on doit faire face également à une crise sanitaire mondiale, il nous faut également regarder le verre à moitié plein et non à moitié vide. De nombreuses opportunités s'ouvrent à nous en tant qu'investisseurs. Évidemment, l'on voit tous comment nos PEA ou comptes titres accusent de pertes, pour autant, cela signifie que l'on va pouvoir acheter au plus bas, et donc il est primordial de préparer des liquidités pour être prêt au moment venu. Malheureusement, cette crise n'est pas la première et ne sera pas la dernière. Pour autant, si tu ne profites pas de celle-ci, ne cherche pas à voir le côté positif, tu regretteras de ne pas avoir saisi l'opportunité de ce nouveau point d'entrée sur les marchés quand tu en avais l'occasion. Toutes les crises finissent par se résoudre, peu importe leur gravité, les bourses finissent toujours par remonter, car reste conscient que tant que l'homme vivra, des entreprises seront présentes pour améliorer notre quotidien, tant qu'il y aura de la croissance, les bourses monteront. Le seul moment où la bourse ne montera plus, c'est quand l'homme aura disparu. D'ailleurs, rappelons qu'une personne qui aurait par exemple investi sur le SP500 Total Return au plus haut avant la crise de 2008, c'est-à-dire en octobre 2007, et aurait subi le crack jusqu'en 2009, en maintenant ses positions, aurait récupéré la totalité de son investissement en l'espace de 3 ans et aurait aujourd'hui obtenu une rentabilité annuelle de 6,5% en prenant en compte le crack de cette semaine. Il s'agit donc, comme tu peux le constater, du pire scénario, et pourtant malgré tout, la rentabilité annuelle est énorme. C'est la raison pour laquelle nous te recommandons de ne surtout pas vendre et de ne pas céder à la panique. Maintiens tes positions et prépare de la liquidité pour envisager un nouveau point d'entrée en vue d'optimiser tes rentabilités en ayant une vision sur le long terme. De cette manière, si tu optes en plus pour un ETF capitalisant, comme nous le recommandons dans la vidéo que tu peux retrouver en cliquant sur l'icône qui apparaît à droite de l'écran, tu es sûr de rentabiliser ton épargne. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo t'a plu. Évidemment, toute l'équipe librairie se joint à moi pour vous souhaiter beaucoup de courage. N'oublie pas que la santé prime avant tout, donc prends les mesures nécessaires pour te protéger. N'hésite pas à donner un like et t'abonner à la chaîne si tu es nouveau, et surtout, très important, active la cloche pour être le premier informé lorsqu'une nouvelle vidéo est publiée. Et rappelle-toi que l'on reste en contact sur Facebook et Instagram, je te dis donc à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, et rappelle-toi que la différence entre ce que tu es et ce que tu veux être réside dans ce que tu fais. Deviens libre et riche.